Merci à tous les intervenants et sachez, pour les gens qui partiront en cours de route encore, qu'on assure le service après-vente. Et vous avez des propositions aussi bien à la Fondation, à France Alzheimer, mais à l'Espace Éthique. On vous accueille toujours avec plaisir, avec hospitalité. Café et jus d'orange sont au rendez-vous. Et je permets aussi, avant que vous ne partiez, de rendre quand même hommage à notre équipe et dire aussi la fierté qu'on a d'avoir notre équipe des chercheurs, comme Paul Lou, comme Léo Koutelek, mais également on a eu beaucoup d'émotion d'écouter Sébastien, qui est un sociologue, et que vous venez d'entendre, qui est le nouveau venu dans notre équipée. Alors je ne sais pas si Fabrice Zil partagera mon point de vue en tant que philosophe, qu'il l'est, mais faire de l'éthique, faire de la philosophie, c'est te mettre en situation de vulnérabilité. Et c'est vrai que le questionnement, est un questionnement quelquefois sans réponse, alors même si on ne doit pas se satisfaire dans la vie que de se questionner, puisqu'à un moment donné, il faut décider, il faut choisir. Mais je trouve qu'on est en position de vulnérabilité quand on fait de l'éthique, puisqu'on passe, j'allais dire, de certitude, non pas du doute, j'allais dire, cartésien, mais en tous les cas, à l'obligation d'une délibération. Et tout à l'heure, le président de la Fondation Médéric Alzheimer me disait, oui, mais il y a la notion de communauté, d'une certaine manière. Et moi, je dirais, à travers ce que vient de dire Paul Lou et d'autres, quelles sont nos vulnérabilités communes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait communauté. Je pense que c'est notre vulnérabilité et notre humanité. Et qu'une société comme la nôtre, qui cherche un certain nombre de marqueurs, elle est quand même à se caractériser par sa capacité ou non à affronter ses vulnérabilités, à en faire quelque chose, c'est-à-dire à lui donner du sens. Et ce qui nous impressionne aujourd'hui dans les personnalités, dans les mouvements associatifs, c'est ceux qui donnent du sens à une aventure humaine qu'on pourrait quelquefois même considérer vaine, inutile, ou comme un défi que notre société moderne faite d'invulnérabilité ne peut plus véritablement assumer. Donc je pense que la posture qui est la nôtre, qu'on partage, je pense, les uns et les autres, je vous regarde, c'est-à-dire oui, nous sommes des êtres vulnérables et c'est probablement notre richesse et notre force que de pouvoir l'affirmer. Le tout, c'est une fois qu'on l'a affirmé, qu'est-ce qu'on en fait en termes politiques, en termes de solidarité, en termes d'inventivité. Et tout à l'heure, Michel, dans sa partie conclusive, disait on rend souvent hommage, mais d'une manière non démagogique, c'est-à-dire avec émotion et avec reconnaissance, aux professionnels, aux proches, mais aussi aux personnes malades qui défendent, malgré leur vulnérabilité, une certaine idée de la dignité, puisque tout à l'heure on parlait de dignité. Et c'est vrai que très souvent, l'indifférence ou le renoncement semblerait préférable, en termes de pratique, à un investissement dont on peut se demander quelle est sa signification. Parce qu'on entend très souvent, et d'ailleurs c'est des sollicitations qu'on a en termes de questions éthiques, quand dans un EHPAD, par exemple, une aide-soignante ou kinésithérapeute nous dit mais on a le sentiment à un moment donné qu'on est dans la maltraitance, à vouloir, entre guillemets, s'acharner à faire quelque chose pour une personne qui n'est plus présente au monde et dont on a le sentiment que si on lui demandait son avis, probablement elle refuserait. Cet excès, j'allais dire, d'une sollicitude bienveillante au départ qui devient malfaisante et qui, pour certains, on entend même des gens qui disent, on a l'impression d'être des gens qui torturent, enfin je veux dire, et qui torturent aussi des proches. Donc toutes ces questions, elles doivent être posées avec des mots clairs. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que derrière la vulnérabilité, ce que nous on entend à l'espace éthique, on vit, j'ai dit, on cohabite avec des professionnels, avec des gens très investis. Derrière toutes ces situations, il y a une extrême violence. C'est-à-dire, la vulnérabilité ajoute à la vulnérabilité, et il y a des violences. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, et c'est surtout Véronique qui l'a évolué à travers ces violences institutionnelles, ces logiques, j'allais dire, un peu désincarnées, où personne n'est responsable de rien, mais il y a des procédures, des protocoles qui sont des insultes faites à la dignité humaine, et qui rajoutent encore une fois de la vulnérabilité à la vulnérabilité, mais ce qui, moi, me fascine, c'est que ça rajoute de la vulnérabilité aussi des acteurs qui mènent en place ces politiques. C'est-à-dire on rencontre de plus en plus des directeurs qui, ne serait-ce que par rapport à la judiciarisation des pratiques, par rapport à l'obsession que des institutions gestionnaires ou des institutions de régulation implémentent dans les pratiques du soin, sont dans des situations de vulnérabilité qui sont absolument insoutenables. Et c'est là où j'ai trouvé très intéressant, quand tout à l'heure quelqu'un évoquait, je crois que c'est Catherine Olivet, un concept que nous, on avait beaucoup plus travaillé que vulnérabilité partagée, c'était la notion de vulnérabilité cumulée. Et tout à l'heure, tu avais évoqué le côté de la contamination. La vulnérabilité, les situations, les circonstances peuvent contaminer
jusqu'au moment où on est aboli dans nos capacités d'être humain par rapport à ces situations. Je termine sur un point qui me paraît tout à fait important, c'est que la notion de justice, et merci Anne Caron d'Église, elle nous a fait notre éducation, c'est pour ça que c'est tellement précieuse, et on viendrait te chercher quasiment à Versailles en mobilette avec ma petite moto, ma 125, pour que tout nous éclaire. Ce qui me plaît, c'est que quand tu parles de ton métier, et c'est la même chose que beaucoup de gens pourraient dire, restituer à travers leur expérience professionnelle, on sent la professionnelle, la magistrat avec ses responsabilités, mais on sent aussi la personne dans la cité qui va, même dans des situations extrêmes, on pourrait renoncer aux valeurs de la démocratie, qui va la défendre, et peut-être qu'il y a encore davantage à la défendre dans ces moments, aussi bien pour la personne que tu accueilles, que tu reçois, que tu écoutes, et à qui tu reconnais une parole, que pour les proches. Et je termine pour dire que nous, ce qui nous frappe énormément dans notre aventure humaine, c'est que tous ces acteurs, qui soient au domicile ou dans les institutions, font vivre notre démocratie et nous permettent d'y croire ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Plus que le discours politique. Et je suis sûr qu'une famille comme une personne anéantie par l'annonce d'une maladie, par toutes les perspectives désastreuses, toutes les conséquences que ça peut avoir face à elle un professionnel compétent, c'est-à-dire qui maîtrise son affaire, même s'il a des vulnérabilités, mais qui est compétent, qui est accessible à la parole de d'autres, donc qui laisse une place aussi à cette vulnérabilité de la rencontre, de l'altérité, moi je pense que ça peut réhabiliter tout ce qui permet de lutter contre la maladie et de rester digne jusqu'au bout. Voilà, j'ai dit un peu maladroitement, je ne suis pas un vrai philosophe comme certains dans la salle, mais je voulais juste évoquer cette notion. Je peux terminer sur une terminaison, parce que c'est mon habitude de terminer sur une terminaison. Une personne qui m'a beaucoup impressionné dans notre aventure de l'espace éthique, les gens ne savent pas d'où est né l'espace éthique. Certains s'approprient la création, en fin de compte, on est dans la filiation des années SIDA. C'est-à-dire jamais l'espace éthique de la PHP en 1995 ne serait né s'il n'y avait pas eu l'irruption du modèle SIDA. Et une des personnalités, pour moi, emblématiques, je ne vais pas dire les grands philosophes qui ont inspiré le mouvement, c'est Daniel Defer. Daniel Defer, donc, est un sociologue qui a créé en 1984, en décembre 1984, l'association Aide, et qui a été inventif de concepts qui aujourd'hui, malheureusement, sont un petit peu... comment dire, enfin, je ne dirais rien parce que je ne suis pas Catherine Olivet et je suis responsable de l'espace éthique et j'ai envie qu'ils survivent encore quelques mois. Mais à un moment donné, Daniel Defer, comme Jonathan Mann, je vous incite à voir le travail de Jonathan Mann, donc, qui était directeur du projet SIDA à l'OMS en 1986, nous ont parlé de vulnérabilité différentielle. Voilà. Et d'ajustement et de contexte, j'allais dire même de vulnérabilité évolutive d'une certaine manière. Et j'étais intéressé parce que le mot différentiel, la spécificité des vulnérabilités, doit nous rendre inquiets, j'allais dire, de la singularité de chaque situation. Il n'y a pas une vulnérabilité en soi, il y a des vulnérabilités, et il y a des modes d'approche de ces vulnérabilités. Moi, je n'ai pas dit grand-chose, mais j'ai introduit, alors je regarde bien sur là, c'est bien Michel Clanet. Vas-y.